Bienvenue sur Wellness, je suis Alexandre, fondateur de Sport Campus et aujourd'hui je reçois Jade Maréchal, escrimeuse de l'équipe de France. Salut Jade, Salut Alex. comment tu vas? Eh bien écoute, ça va, je me sors de l'entraînement, j'y retourne un petit peu après, mais donc c'est une longue journée. Ok, super. Bah écoute, je te remercie en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui ensemble on va parler de toi, de ta carrière, de ta double vie aussi d'entrepreneuse et puis de ton actualité du moment. Ouais. Bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Ta vie en ce moment, ton rapport à l'escrime et puis surtout, pourquoi l'escrime? Allez, on fait comme ça. Alors je suis escrimeuse, c'est ma casquette principale, on va dire. Je fais du fleuret, parce qu'à l'escrime, il y a 3 armes, l'épée, le fleuret et le sabre. On est vraiment spécifique à une arme. Et puis, en parallèle de cette vie d'athlète de haut niveau, je suis conférencière. Donc, j'ai créé mon entreprise en 2019. Et tout dernièrement, je mène une autre aventure entrepreneuriale avec une amie, une coéquipière et mon associée Eva Lacheret. Et on a créé une formation parce qu'on voit qu'il y a un parallèle très intime entre le collaborateur, entrepreneur et le sportif de haut niveau. Et donc, on a décidé de leur donner tous les outils dont on dispose, nous, pour qu'ils performent dans leur quotidien. Et puis, actualité qui est un peu moins joyeuse, mais pour le coup très réaliste et actuelle, je me suis rompu complètement le ligament croisé antérieur du genou gauche avec fissure des ménisques. Donc, je suis en train de m'y remettre. Déjà, je te souhaite bon rétablissement. Je Merci. suis un petit peu tes actualités. Oui, je partage un peu beaucoup. Oui. Voilà, c'est ça, tu partages en ce moment. Mais du coup, c'est super intéressant aussi tout ce que tu partages là sur les réseaux sociaux en ce moment. D'ailleurs, j'invite les gens qui vont soit nous regarder, soit nous écouter à vraiment te suivre parce que tu nous donnes vraiment toutes les coulisses de cette période-là qui n'est pas forcément simple. Et puis voilà, ce jonglage entre tes différentes vies. Et c'est super intéressant. D'ailleurs, tu nous as ramené un fleuret, tu nous as ramené ton arme. C'est ça, c'est donc mon objet du quotidien. C'est un fleuret, un de mes fleurets, puisqu'on en a vraiment plusieurs, Okay. parce que ça casse, on a du matériel, c'est du métal, on a un matériel électrique, donc forcément on a du bricolage, on est un peu électricien quand on est escrimeur. Donc je l'ai apporté parce qu'effectivement tu vois, je me suis blessée, je peux pas du tout pratiquer l'escrime, je peux pas me mettre en garde, comme on dit, je peux pas utiliser mes jambes. Par contre, j'ai gardé l'habitude de garder mon fleuret en main, de faire de la cible, on appelle ça, pour garder un peu l'habitude. D'ailleurs, je me fais assez mal, tu vois, j'ai des petits soucis aux mains, des petits problèmes. Mais voilà, c'est l'extension de mon bras. Ok. Et donc, comment est-ce que tu es arrivé à choisir l'escrime comme sport, déjà? Souvent, c'est un sport familial, puisque malheureusement, nous manquons de médiatisation. Donc, c'est pas le sport qu'on voit tous les soirs à la télé. Donc, souvent, c'est parce que quelqu'un en faisait dans sa famille ou bien qu'on a un club en bas de chez soi. Mais moi, j'ai suivi les pas de ma grande sœur et je n'ai jamais arrêté depuis. Ça fait 15 ans. Ok, histoire de famille. Histoire de famille. Trop cool. Et est-ce que tu te prédestinais à devenir sportif de haut niveau ou quand tu as commencé, c'était le plaisir d'être en famille et puis voilà, comment est-ce que c'est arrivé finalement ce haut niveau chez toi? Alors, je suis la cadette d'une famille de 5 filles, donc la petite dernière qui a toujours voulu faire aussi bien, voire mieux que ses grandes sœurs. Je pense que cet esprit de compétition a débuté, en tout cas, dès ma plus tendre enfance. Et puis ensuite, j'ai commencé l'escrime à 9 ans, donc c'est plutôt tard. Je faisais d'autres sports avant, mais vraiment, j'étais pas du tout fan de ça. Et dès que j'ai mis le masque, alors jusqu'à mes 9 ans, je voulais absolument faire de l'escrime, mais ma grande sœur en faisait. Et elle voulait pas du tout qu'il y ait cet esprit de compétition entre nous. Donc c'est vraiment ça qui a mis fin un peu à mon début d'escrime tôt. Donc j'ai dû attendre qu'elle arrête l'escrime pour ses études pour à mon tour reprendre les armes. Et là, vraiment, tout de suite, je voulais faire de la compète. Comme j'avais appris certaines bases en l'observant, j'ai vraiment gagné du temps dans mon retard et j'ai pu tout de suite commencer les championnats départementaux, régionaux. Dans ma région Nouvelle-Aquitaine, c'était pas la plus dotée en escrimeurs, donc j'ai rapidement monté les échelons jusqu'à intégrer l'équipe de France en 2018. Et à 16 ans, j'ai gagné mes premiers championnats de France.
Et là, j'ai tâté un peu, tu vois, là, j'ai chanté la Marseillaise sur le podium, j'ai découvert ce milieu un peu du haut niveau, j'ai intégré des pôles France. Et là, je me suis dit, OK, je peux faire quelque chose dans ce sport. Et surtout, je veux retrouver ces sensations de podium et de victoire. Et donc, j'ai intégré l'équipe de France en 2018, puis j'ai été appelée à l'INSEP en 2019. Et là, on va dire l'aventure du très haut niveau a commencé et j'adore. Ok, bah franchement trop bien. Ça a été finalement une suite logique pour toi, ce parcours-là. Tu parlais de l'INSEP, qui est aujourd'hui un peu enfin, c'est le Saint Graal, quoi, tu vois. Moi, je suis préparateur physique, je suis déjà allé à l'INSEP. Peu importe quand on est sportif, entraîneur, passionné de sport, l'INSEP en France, ça veut dire quelque chose. Oui, c'est un institut, hein, c'est l'Institut du sport. Ils se disent l'antichambre des champions et on ne peut pas leur enlever qu'effectivement, ils nous mettent absolument tout à disposition. C'est un campus, tu l'as vu, on dort là-bas, on mange là-bas, on étudie là-bas, on s'entraîne, on dort. Enfin, il y a absolument tout, c'est un village. Si on veut ne pas sortir pendant 1 an, on peut, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et ça aussi, c'est travers, hein. C'est-à-dire qu'on est dans une bulle, on n'en sort jamais. Et c'est pour ça que ce genre d'activité, de venir parler de son sport à l'extérieur, d'aller visiter des entreprises, c'est hyper important pour nous parce que ça nous fait sortir un peu de cette bulle parfois dorée. Je pense à un exemple, mais là actuellement j'ai une blessure, je suis dans un cocon pour me remobiliser, me réathlétiser. Tout y est pour être performant. Après, c'est à toi d'utiliser cette boîte à outils à bon escient pour te dépasser. Est-ce que tu penses que sans ça, sans ce contexte qui est hyper favorable de l'INSEP, tu pourrais continuer à mener, ou tout simplement mener en fait, ta carrière de sportive et cette double carrière dont on va parler après d'entrepreneur? Alors, je suis un sport de combat, donc j'ai besoin d'adversité. Donc de facto, j'ai besoin de me confronter à ce qu'il y a de meilleur en France. Et aujourd'hui, c'est le système français de se réunir dans un seul endroit, dans une seule structure qui est l'INSEP. Mais c'est pas le cas ailleurs. Et on est le seul pays à faire ça. Très souvent, il y a des pays qui décident d'organiser des stages extrêmement régulièrement, comme l'Italie par exemple, qui dit bah non, chacun dans son club. En revanche, une fois toutes les 3 ou 4 semaines, on fait un stage avec les 12 meilleures françaises et on s'entraîne ensemble. Je trouve que ce schéma aussi a de grands avantages. Donc voilà, chaque pays a décidé de faire comme il souhaitait. Mais en tout cas, dans des sports de combat, tu es obligé vraiment de te confronter à ce qu'il y a de meilleur parce que l'autre te fait progresser. Et moi, j'en suis la preuve. Si en face de toi, tu n'as pas quelqu'un qui est meilleur que toi, tu vas progresser très lentement. Alors que là, j'ai ce qu'il y a de meilleur en face de moi. Tu es obligé de te dépasser. Oui, les matchs sont durs. Oui, quand tu entres à l'INSEP, tu te prends des 15-4, et il faut y retourner dans la seconde d'après. Mais c'est ça qui te forge. Et tu vois, au-delà de viser la médaille d'or aux Jeux de Los Angeles, moi, je vise la petite fleur que je vais ramasser sur mon chemin ce soir, après-demain. Et c'est le chemin qui est trop beau. C'est pas trop la finalité en soi, parce qu'il n'y a qu'un seul champion olympique. Ouais, et souvent, c'est ce qui est difficile dans le sport de haut niveau, c'est que on retient souvent le résultat, celui qui est tout en haut de la boîte, mais finalement, tous ces autres athlètes, on l'a vu aussi pendant les Jeux à Paris, hein, et voilà, c'était une super fête, c'était chez nous et tout, mais on retient les champions olympiques. On a un peu encore de mal, j'ai l'impression en tout cas d'avoir cette culture sportive et de remercier aussi finalement tous les autres athlètes qui sont venus concourir dans n'importe quelle discipline parce que en fait la différence je crois aujourd'hui que le grand public se rend pas forcément compte que la différence entre le premier et le 20e à ce niveau-là c'est tellement minime. C'est des dixièmes de centièmes de seconde à l'athlé, c'est une touche en plus à l'escrime, comme tu dis, il y a très très peu de différence. C'est ce qui en fait que c'est très agaçant parfois. Mais je pense qu'on a, nous aussi, notre part à jouer. Enfin, tu vois, on se plaint beaucoup de la non-médiatisation, mais pour moi, c'est comme dans les métiers, c'est comme dans le monde professionnel. À un moment donné, si toi, tu communiques pas dessus, tu peux pas te plaindre d'avoir peu de regard porté sur toi. Et tu parles des champions olympiques qu'on retient, je suis entièrement d'accord avec toi, mais on retient aussi des gens qui n'ont pas performé et qui ont communiqué dessus, parce qu'ils ont fait l'effort de montrer pourquoi ils n'ont pas réussi, pourquoi ils ont échoué. Et aujourd'hui,
je le remarque dans le partenariat, tu vois, cet exercice, parce que peut-être qu'on en reparlera, mais quand tu es athlète, tu es obligé de te faire accompagner par des sponsors et des partenaires. Et ils me l'ont dit, je les ai questionnés. La médaille d'or, c'est vraiment secondaire. Sinon, ils prendraient des Teddy Riner. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu viennes raconter les hauts et les bas. Ils veulent que tu montres à leurs collaborateurs un discours inspirant, motivant, parce que c'est ce qu'on vit, en fait. La victoire, c'est une fois parmi tant de fois où tu échoues, tu vois. C'est que derrière une victoire, tu as énormément d'échecs et c'est pas des paroles en l'air, quoi. Tous les jours, j'essaye une centaine de touches et j'en réussis que 20%. C'est l'histoire de la performance. Ouais, bah c'est comment dire, quand tu intègres le sport dans ta vie, au sens le plus large du terme, pas forcément pour faire du haut niveau, ça t'apprend avant tout l'échec. Ouais. Et finalement, tu te forges dans la répétition des échecs. Et ouais, c'est ça qui te fait avancer. Parce que j'aime bien ta métaphore tout à l'heure, ton image de je ramasse ma petite fleur, le truc pas après pas. Et finalement, c'est les étapes, c'est le chemin qui est le plus important. Et ça, je pense que c'est un beau message, tu vois, à véhiculer dans toi, ce que tu fais. À côté, dans les entreprises, de dire des fois dans ma vie, tout va pas super bien à l'instant T, mais finalement, ok, demain ça ira peut-être un petit peu mieux. Je prends ce qu'il y a à apprendre aujourd'hui, j'avance petit à petit. Je passe peut-être pas une bonne semaine, je passe peut-être pas un bon jour, mais peut-être que la semaine prochaine ça ira mieux et que j'atteindrai aussi mes objectifs de vie, quoi. C'est ça, et il y a un autre volet derrière ça, c'est que souvent, les athlètes qui vont dans un mur, c'est qu'ils sont sans arrêt en train d'attendre quelque chose. Et ils sont plus là, dans l'instant présent, ils pensent toujours à la compète suivante, à la saison suivante, à l'Olympiade suivante. Qui seront les coachs après ? Le prépa physique qui va changer, ça va être qui ? Et ils sont jamais présents, en fait. Et je parle du chemin parce que il faut quand même réaliser que c'est quand même une chouette vie qui est très dure. Tous les jours, franchement, tu étais dans le lactique, tu t'étais pas bien, tu te dépasses physiquement. Mais par contre, si tu prends le temps de profiter et te dire, ok, c'est quand même chouette l'aventure que je vis, c'est quand même chouette de me dépasser tous les jours. Voilà, faut pas attendre tout le temps des choses, attendre toujours mieux la semaine d'après, le mois d'après. Déjà, profite de l'instant présent, quoi. Ouais, c'est rigolo ce que tu dis parce que ça fait écho un petit peu à nous en tant qu'entraîneurs. Tu vois, ce qu'on peut avoir comme outil. Le premier outil qu'on a quand on arrive en séance auprès des athlètes, c'est l'instant présent. Moi, c'est un truc que j'ai toujours gardé en mémoire quand j'ai fait mes formations d'apprenti, entraîneur, prépa physique. C'était l'une des premières choses qu'on nous a enseignées, c'est vous allez arriver sur une séance, à un moment donné, elle peut voler en éclats. Parce que voilà, votre athlète, il n'est pas là où vous voudrez qu'il soit. On n'est pas tous les jours dans un bon mood. On n'est pas tous les jours bien focalisé sur ce qu'on fait parce que y a l'environnement qui joue beaucoup et puis les vies personnelles. Et c'est important de jauger, de savoir jauger l'instant présent. Et du coup, ma question, c'est aujourd'hui, quel rapport est-ce que tu as justement avec les personnes qui t'entraînent et pour jauger justement cette actualité permanente et ces fluctuations? Écoute, un truc, cette blessure, de jour en jour, je suis en train de la remercier chaque jour un peu plus parce qu'elle me fait me rendre compte de beaucoup de choses. Et là, on va se concentrer sur l'entourage parce que c'est ce que tu me demandes. Et sincèrement, ça te fait prendre conscience à quel point l'entourage, c'est juste la clé, mais essentielle à la réussite, à ta performance. J'en parlais, forcément, tu as une équipe médicale, tu as un staff technique qui sont là pour te soutenir moralement, physiquement, pour te réathlétiser. Mais au-delà de ça, dès l'instant où tu te fais mal, où tu t'effondres parce que ça claque, tout de suite, tu as une sincérité. Tu as encore une fois, l'aspect cool de communiquer un peu sur les réseaux, c'est que j'ai eu une communauté incroyable t'en as qui te donnent leur exemple, parce que les ligaments croisés, c'est même c'est une expression populaire, tu vois, les ligaments croisés, tu connais, tout le monde connaît cette blessure, tout le monde l'a vécu de près ou de loin. Donc j'ai eu plein de témoignages, et ça te redonne du baume au cœur.
Et dans la vie classique d'un athlète ou dans la vie classique de quelqu'un qui cherche à atteindre un objectif, que ce soit dans le monde pro ou sportif, moi je dis toujours en conférence, trouvez la personne que vous pouvez appeler à n'importe quel moment et qui saura juste déballer votre sac. Écoutez, déballer votre sac. Moi, quand je fais une compète, que je perde ou que je gagne, c'est mon compagnon que j'appelle, mais à n'importe quelle heure de la journée. Et il sait qu'il faut juste pas qu'il parle. Il décroche, je vide mon sac. Et de toute façon, sortir ce que tu as dans la tête, que ce soit par écrit ou verbalement, ça te fait déjà passer un step et passer un peu à la suite. Donc l'entourage, pour moi, c'est la clé. Et on dit souvent, oui, un athlète, il faut qu'il soit un peu égoïste, il faut qu'il avance tout seul, parce que sinon, il va pas réussir. Pour se dépasser, il faut se regarder soi-même, être au centre du projet. Oui, vraiment, je pense qu'il y a du vrai là-dedans. C'est-à-dire les critiques, les commentaires des uns et des autres sur ta performance. Il faut vraiment savoir mettre des œillères. Mais moi, j'ai vraiment compris que aller tout seul, c'est vraiment aller lentement, quoi. Ouais. Et je reviens sur ce que tu viens de dire, sur le côté peut-être un peu négatif. T'as vraiment des gens qui t'entourent ou sur les réseaux comme ça qui sont malveillants? Alors, j'ai de la chance, on n'est pas un sport à Paris, Ouais. Paris sportif. Donc, de base, on enlève tous les gens qui sont frustrés de ne pas avoir remporté leur mise. Donc, ça va. C'est vrai que les tennisman, pardon, je te coupe, mais c'est vrai que les tennisman s'en plaignent depuis plusieurs années. Oui. Et surtout, même ceux qui jouent des matchs avec peu d'enjeux, ils se retrouvent insultés. C'est fou. Ouais, non, c'est dingue. C'est ahurissant même. Donc là, je suis hyper contente qu'on ne soit pas dans cette problématique-là. En revanche, le fait de t'exposer, on en revient, le fait de t'exposer sur les réseaux. Moi, j'ai vraiment appris que j'avais fait le tri. J'ai très peu d'amis, vraiment, très peu. Par contre, j'en ai des incroyables. Et je les compte sur les doigts d'une main, même un peu moins. Mais par contre, je peux tout leur dire, on a une grande confiance. Et le fait de communiquer, de chercher des partenaires... Depuis 16 ans, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je dois aller chercher des financements pour financer mes saisons. Donc, j'ai toujours appris à pitcher mon projet, à être chef d'entreprise, tu vois. Parce qu'un athlète, c'est ça. Hein. Il pitch un projet, il communique, il gère un budget, enfin voilà, il crée du contenu. Et donc, j'ai toujours entendu cette petite phrase, non mais attends, c'est qui celle-là? Elle communique sur son projet, elle est même pas championne olympique. Bah ouais, et alors, je vais pas attendre d'avoir une médaille pour dire, ça y est, regardez tout ce que j'ai dû faire, par quoi j'ai dû passer pour en arriver là. Non, en fait. Sinon, je profite pas du chemin. J'attends quelque chose et la pression est encore plus dingue. Alors, encore une fois, tout n'est pas blanc tout n'est pas blanc. Parce que ça peut te mettre de la pression aussi de communiquer, recevoir des commentaires négatifs. Moi, je me souviendrai toujours de mon premier commentaire négatif. C'était sur clairement quelqu'un qui avait commenté une photo en me disant « Non, mais pour qui tu te prends ?» Et je me souviendrai toujours de montrer ce message à mes amis, ma famille. Il a fait le tour de ma famille en me disant « Mais vous trouvez que c'est mal ce que je fais ?» Et puis, en fait, si tu questionnes les quelques personnes qui comptent pour toi, tu te rends bien compte que ces personnes-là, si elles prennent le temps de t'écrire déjà, c'est qu'il y a un problème. Et puis, dans ce cas-là, tu m'appelles, il y a mon numéro ou mon mail, tu me contactes et on en discute. Mais les gens se cachent derrière un compte en plus qui n'a pas de nom, qui n'a pas de photo. Donc, voilà. Il faut savoir mettre des œillères. Ouais, c'est un peu le revers de la médaille quand tu es exposé. Ouais. Comme ça. Et puis, après, voilà, sentiment juste personnel, mais je trouve ça toujours dommage d'accabler finalement les personnes qui font des choses parce que honnêtement, on en parlait juste avant en off, mais voilà, on est dans un secteur qui peine aujourd'hui. Ouais. On parlait de la réduction du budget de l'État alloué au sport. On parlait ensuite après de la précarité. Et que ce soit au niveau des athlètes que des entraîneurs. Comment toi aujourd'hui tu arrives à mener de front, à financer ta carrière? C'est une très grande question et une très vaste question et chacun y va de ses techniques. Le plus gros volet, c'est je fais un business plan. Tu vois, vraiment, je me dis ok, combien me coûte une saison? Ça coûte 30 000. Je dois trouver ces 30 000. Je regarde tout ce qui est possible. Donc, premièrement, j'ai un club. Aujourd'hui, j'ai changé de club. J'ai commencé à Bordeaux au Bec Escrime. Et j'ai intégré Bourg-la-Reine il y a maintenant 4 ans. Pour 2 raisons. Déjà, je voulais me rapprocher de Paris, là où je m'entraînais à l'INSEP, et puis changer de staff. Puis aussi financièrement. Il m'accompagne, il me finance mes Coupes du Monde. Ça, c'est indéniable. Donc, j'avais déjà une grosse économie.
Et ensuite, j'ai toujours, comme je t'ai dit, cherché des partenaires. Donc ça, c'est le gros volet numéro 2. Et il me manquait un budget. Donc j'ai décidé d'entreprendre. Parce que là, maintenant, j'ai 24 ans. Il est temps de passer je suis plus en enfin, tu vois, il est temps de passer au monde de l'entreprise. Et il s'agit plus de mettre le budget à zéro. Là, il s'agit de mettre de côté, d'avoir une vie décente et de penser à l'après aussi. Donc, je devais commencer à avoir des salaires et à me développer professionnellement. Et donc, j'ai trouvé la conférence. Et la conférence, pour la petite histoire, je me souviendrai toujours encore de mes premières conférences. C'était donc à 17 ans, quand je donnais mes dossiers de partenariat et que je me disais, mais je suis qui pour mettre un logo sur ma tenue ? Et je me suis dit, mais attends, je vais aller parler en entreprise. Je vais aller juste, à la base, c'était expliquer comment on s'entraîne, tu vois. Et donc, j'ai fait une première intervention où c'était une question-réponse et j'ai adoré prendre la parole. J'ai très bien vu que ça inspirait. Je voyais des étoiles dans les yeux quand je parlais de sport de haut niveau, des championnats de France, de l'équipe de France. Et j'ai pris le coche et à 19 ans, j'ai monté mon entreprise et depuis, j'ai jamais arrêté. Et c'est ça qui, aujourd'hui, m'aide à financer mes saisons. Et puis après, je crée plein de trucs. Tout récemment, des petits cartons d'autographes parce que on m'a fait des demandes. Au début, j'en donnais et je me suis dit que ça pouvait être une façon un peu plus abordable de croire et d'investir dans un projet d'athlète. Donc, j'essaye de découvrir plein de choses. Dès 24 ans, j'essaye de voir tout ce qui est possible. Ouais, après, tu lances un peu des perches. Voilà. T'essayes de voir comment ça répond. Et puis après, ça prend ou ça prend pas. Bon, des fois, c'est aussi un jeu aussi de test. Je teste, Ouais. on voit si ça fonctionne. Et puis après, dès que ça marche, écoute, ça veut dire qu'il y a un truc à exploiter. Mais t'as l'air de savoir ce que c'est, parce que dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Ouais, c'est un peu la même chose. Mais tu nous as ramené. Ouais. C'est tes petits cartons. Voilà, c'est donc les là, fameux je vais montrer petits... tu dédicaces en fait Voilà. ces petites photos. En fait, j'ai commencé à faire des petites séances quand je faisais des conférences. À la fin, les entreprises me demandaient d'apporter des petits cartons d'autographes. Et très souvent, c'est pour les enfants. Et donc, c'est un peu ce que je fais. J'envoie une enveloppe avec un mot dédicacé. Voilà, et ça me permet de financer des fleurets, par exemple. C'est 100 € une lame. Donc, quand même. Le carton n'est pas à 100 €, mais au bout d'un certain nombre, j'arrive à financer une lame. Non, mais ça fait partie... je crois, j'ai trouvé aussi un vrai sens dans le lien humain avec des gens qui parfois ne me connaissent pas et que je ne connais pas, mais qui m'ont dit je voulais te remercier parce que tu as donné envie à ma fille d'essayer l'escrime. Donc c'est ma manière de te remercier, tu vois. Et ça fait, j'ai vraiment l'impression qu'on inspire les athlètes et que je suis pas très visible à la télé, mais pour autant, par le biais des réseaux, par le biais des compètes, par le biais des conférences que je fais, j'ai un petit impact et surtout auprès des jeunes et même encore pas plus tard que ce matin, une collaboratrice qui m'a dit c'est trop bien, t'as révélé un truc chez moi, je vais me mettre à l'escrime. Voilà, c'est un sport qui attire, mais qui reste très mystérieux jusqu'à ce que tu l'essayes ou que tu touches un petit bout de ce sport, peut-être en discutant avec un athlète un jour. Ouais, et d'ailleurs, j'ai vu dans ce que tu faisais, c'est que souvent tu ramènes ton fleuret. Et puis tu le fais essayer. Voilà. Pareil, tout à l'heure, tu nous as montré un petit peu comment ça se tenait. Est-ce que tu peux nous le montrer là, à la caméra ? Ah oui, bien sûr. Alors, donc, le fleuret, il y a plusieurs parties. Il y a une poignée ergonomique. Donc, elle est faite, je l'ai un peu modifiée pour qu'elle aille encore plus qu'elle tienne encore plus ma main. C'est une poignée française. Donc, c'est une poignée qui est vraiment française. Okay. C'est une poignée française. Voilà. C'est vrai. Ensuite, tu as une coquille. Tu as une coquille et on a tout un tas de branchements. Il y a des tout petits fils qui permettent de faire passer un courant électrique. Et dès lors que j'appuie sur le bouton juste ici, ça ferme un circuit et ça allume une lampe rouge si tu es à gauche et vert si tu es à droite. Et donc, on le tient de cette façon. Donc, les 2 premiers doigts sur le premier étage, les 2 suivants sur le second et le pouce qui vient se reposer sur le coussinet. Et on dit quelque chose, on dit qu'on tient un fleuret comme on tiendrait un oiseau. Donc, pas trop fort pour ne pas le tuer, mais quand même assez pour ne pas le laisser s'envoler. Donc, c'est un peu l'idée. Et on le tient qu'avec la pince. Les autres doigts se reposent dessus, mais la précision se fait vraiment avec la pointe. Puis après, on peut venir fouetter
Tu vois, tu risques rien, t'inquiète. Ah, c'est bon, je suis avec une Ok. pro, normalement ça passe. Voilà, j'espère. Ok, trop cool. Donc ça, tu fais découvrir ça aux gens en entreprise. Tu m'as dit il y avait tout l'aspect conférence, les cartons. Ouais, donc team t'as... building aussi, Ouais. parce que ce qui est trop cool avec l'escrime, c'est que tu tombes rarement sur quelqu'un qui te dit non, mais c'est bon, moi j'en ai fait 10 ans, je sais ce que c'est, je vais tous vous défoncer. Non, tu vois, généralement, tout le monde commence au même niveau Ouais. et ça permet, tu vois, de casser les codes. Le directeur fait de l'escrime en équipe avec tous ses collaborateurs. Il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde peut gagner, c'est ça qui est vraiment chouette. Et l'escrime, tu peux commencer à n'importe quel âge, vraiment, pas de souci là-dessus. Et du coup, quand tu fais de l'initiation, Ouais. t'as quoi? T'as du matériel spécifique d'initiation en escrime? Parce que je me doute que tu te ramènes pas direct avec un fleuret. Bah oui, c'est ça qui est chouette, c'est que tu mets l'équipement un peu de Zorro, de D'Artagnan, de Cap et d'épée. Donc tu mets un masque, une tenue, une veste, un gant. Et sous le masque, c'est un peu ma vision des choses aussi, c'est que t'es vraiment pas la même personne. On a cette chance d'avoir un objet où tu peux être... tu vois, avec Eva, mon associée, on est meilleure amie dans la vie. Par contre, sur la piste, c'est moi qui gagne, tu vois. Et elle dit pareil, c'est elle qui gagne. On a vraiment ce fait de mettre un masque et on est vraiment une tireuse sur la piste et on laisse nos problèmes, nos relations en dehors de la piste et on est juste des lionnes qui voulons gagner, quoi. Ouais, c'est des belles mentalités de compétitrices. C'est à partager ça aux gens, c'est trop cool. Et puis ça permet aussi un peu de, je sais pas, de dédramatiser aussi le monde de l'entreprise. Je sais, tu t'en parlais un peu tout à l'heure de la hiérarchie. Tout le monde, tous les codes sont brisés. Voilà en éclat le temps de la séance. Mais tu sais, en conférence, Ouais. excuse-moi, je te coupe, Ouais, vas-y. mais très souvent, on me demande d'intervenir sur la gestion de l'échec. Ok. C'est vraiment le sujet qui revient le plus. Voilà, Jade, on sait pas si tu le fais trop, mais on aimerait bien que tu parles d'échec. Je dis, bah si, c'est vraiment le sujet principal. Parce qu'ils me disent, en fait, l'échec, c'est un petit peu tabou en entreprise. Et quand on fait venir un coach du monde professionnel encore et encore, ils me disent, le message, il passe pas trop et ça se vexe un peu. Et s'il y a pas trop d'échanges et d'interactivité, forcément, c'est un sujet tabou. Sauf que les gens, grâce notamment à la médiatisation et au réseau, je sais pas pourquoi, l'échec dans le sport de haut niveau, c'est OK. Les gens commencent à comprendre et savoir que dans le sport, c'est OK de perdre et que tu peux perdre. Et donc, moi, je viens avec cette un peu fraîcheur, parce que j'ai de la chance d'être jeune, expliquer que j'échoue avant de gagner et que tout le monde échoue avant de gagner. Et je sais pas, il y a une certaine forme d'acceptation plus facile de passer certains messages par le sport. C'est ça qui est chouette aussi, et c'est pour ça que faire intervenir des athlètes de haut niveau intéresse beaucoup le monde professionnel, parce qu'ils savent très bien qu'on apporte et on transmet des messages par un autre biais qui fonctionne bien en entreprise. Ouais. Est-ce que tu as des questions qui reviennent à chaque fois, à chaque conférence? Oui. Ce seraient lesquelles? Bah écoute, tu as des petits tips, comment tu gères le stress, c'est quoi ton hygiène de vie, voilà. Question très intéressante que je commence à avoir pas mal quand même, c'est comment tu gères tes parents en compète, ou comment tes parents ils ont fait en compète. Et là je leur dis, ah, votre fils il fait de l'escrime, ou votre fille elle fait de l'escrime, ou enfin votre fille fait du sport, ou vos enfants font du sport. Tu sens cette incompréhension, et d'ailleurs je trouve qu'il y a zéro, les pauvres parents, au début c'est grâce à eux qu'on commence. C'est eux qui te poussent dans des clubs, c'est eux qui t'expliquent que tu feras du sport, ma fille. Donc, ils t'amènent, parfois ils font le taxi. Tu vois, ma maman, ça a été ça pendant 5 ans, c'est le taxi, les allers-retours et tout. Mais dès que, je me souviens très bien, j'ai invité ma maman dans un café pour lui annoncer que j'étais en équipe de France, tu sens que ça lui tombe dessus. Et là, mais comment tu fais pour gérer ta fille qui t'appelle et qui dit « Maman, j'ai perdu, je suis trop nulle, je vais tout arrêter. » Ou alors « Maman, j'ai gagné, c'est trop bien, j'ai un nouvel objectif, je vais être au jeu, je vais tout mettre en place. » Enfin, tu vois, les parents, c'est compliqué de gérer ça. Ils savent pas forcément où se mettre, même sur la piste, comment ils font. Est-ce qu'ils doivent être dans l'encouragement ou au contraire en retrait? Donc, c'est pas facile et ça, j'ai souvent cette question. Ouais, c'est intéressant. Et tu vois, je vais faire le parallèle avec moi, ce que je vis aujourd'hui. Je m'occupe de garçons qui sont en U17, donc ils ont entre 14 et 16 ans. Il y a deux comportements chez ces garçons. Il y a le comportement face au staff, et il y a le comportement ensuite à la maison. Et des fois, on est super surpris quand on discute post-entraînement ou post-match avec les parents, dans des moments informels, où t'as des gars qui arrivent à la maison, soit ils déchargent leurs émotions, tu sais, ça pleure, ça s'énerve, tu vois, et
dans le groupe, dans la phase d'entraînement, c'est très structuré, très rigoureux, ça veut rien montrer. Ça va aujourd'hui? Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Et tu vois, après, tu as tout ce pendant derrière. C'est pas simple, je pense, aujourd'hui, d'être parent de sportif, Non. de voir son enfant comme ça, qui grandit, qui évolue. Il n'y a pas un mode d'emploi, finalement, de comment est-ce que je peux accompagner mon enfant du mieux que je peux. Et alors, je sais pas si c'était aussi le cas dans ta famille, mais des fois, je rencontre des parents. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis préparateur physique. Des fois, je rencontre des parents et ils me disent en fait, je sais pas si moi, je suis à la hauteur. Est-ce que il y a une résonance pour toi? Est-ce que tu as ressenti ça? Des fois, peut-être tes parents qui se disent je fais pas tout bien, j'ai pas les moyens suffisants pour l'aider. Forcément, c'est une évidence. Quand eux, déjà, ont l'impression de mettre tous les moyens, que ce soit financier, de temps ou d'investissement émotionnel, et que leur enfant échoue ou n'atteint pas l'objectif escompté, là, vraiment, tu sens que toi-même, tu leur mets une claque en plus, quoi. Et tu sens que c'est lourd pour eux. Ils ont beau essayer de te récupérer et te dire non, mais c'est pas grave, ça reste que du sport, mais ils voient très bien que c'est pas ce que tu as envie d'entendre. Et eux, ils sont dans cette démarche. Et moi, ils sont déjà allés voir mes coachs pour dire la même chose qu'ils t'ont dit à toi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus? Et heureusement que les coachs, ils sont là pour le dire non, mais c'est pas comme ça que ça marche. S'il y avait une recette magique et l'objet qui ferait gagner, on le saurait tous. Mais là, le rôle des coachs, pour moi, c'est de leur dire maintenant, c'est plus à vous de faire. C'est quand ton enfant il commence à s'engager lui-même dans le projet et à être maître et au centre de son projet sportif, les parents, c'est là où il faut qu'ils apprennent aussi à se mettre en retrait. Et ça a été le boulot aussi qu'on a fait avec mes parents et mon prépa mental, de dire merci de m'avoir donné tout ça, de m'avoir permis d'aller jusque-là. Maintenant, j'ai besoin que vous soyez à côté de moi et pas devant moi, tu vois. Tu m'as donné une information qui est super intéressante. Tu as un prépa mental, du coup, qui t'accompagne? Oui. Ok, c'est un truc qui se démocratise énormément chez les sportifs de tout niveau, pour le coup, parce qu'on a tous des blocages, des barrières. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots là, sur cet accompagnement? Alors là, on est dans le... Maintenant, ça fait partie c'est une brique essentielle qu'on doit tous avoir. C'est même un requis. Quand tu entres à l'INSEP, on te demande si tu as un accompagnement psychologique. Si tu n'en as pas, on t'en propose, mais sinon, on te recommande très fortement d'en avoir. Moi, j'ai de la chance d'avoir une approche avec mon coach que j'ai trouvé par hasard. Il a cette approche coach mental, mais aussi psychologue. Donc, je lui parle vraiment de toute ma vie. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Ça fait 8 ans qu'on bosse ensemble. Je pense que les 4 premières années, c'était purement coach mental. Je venais le voir, je lui disais, donne-moi des outils pour la perf, pour gérer mon stress, pour gérer l'échec, pour prendre des risques et tout. Donc, il l'a accepté. Il me donnait des tips, des boîtes à outils. Et puis, depuis quelques années, que maintenant, j'apprends à mieux me connaître grâce à lui. Parce que pour moi, le job de la prépa mentale, c'est premièrement et principalement d'apprendre à te connaître. Parce qu'une fois que tu te connais, tu peux devenir ton propre prépa mental. Et maintenant, c'est plus, je lui fais part de tout ce qui gravite autour de Jade, tu vois. Tout ce qui gravite dans mon système solaire et qui parfois peut créer des petites météorites. Et l'idée, c'est d'avoir... j'ai vraiment cette image de créer une boîte à outils. Et j'ai aussi l'autre image qu'il m'a donnée de notre premier rendez-vous. Il m'a dit, Jade, sur toute ta carrière, on va faire en sorte de construire un mur avec plein de briques. Voilà pourquoi je te parlais de briques. Pour faire en sorte qu'il soit le plus haut possible et le plus solide possible pour que tu puisses faire face à tous les obstacles de la vie. Et c'est vraiment comme ça que je vois ça maintenant. Je suis quelqu'un qui note tout sur un carnet. Et j'ai ce schéma des briques et j'y retourne très souvent pour en ajouter, pour me dire, OK, j'ai validé cette compétence une fois dans ma carrière, je peux y faire confiance. Même si, tu vois, par exemple... récemment, j'ai ajouté la brique du sommeil parce que j'ai découvert un petit tips qui me permettait d'avoir le nombre d'heures que je souhaitais et en quantité suffisante et de la qualité suffisante. Et j'ai vraiment écrit sommeil dans une de mes briques en me disant, OK, tu sais quoi faire. C'est OK si tu le fais pas, que tu as envie de scroller sur Insta, mais tu sais quoi faire. Donc, tu n'as pas d'excuse, tu sauras le faire au moment où tu as besoin d'une nuit de sommeil. Ok, super intéressant. Et ça te permet d'avoir des outils auxquels te référer jour après jour si jamais tu en as besoin. Est-ce que tu as un rituel spécifique que tu pourrais nous partager? Il y a des choses qui peuvent être aussi confidentielles, mais soit avant l'entraînement, soit avant une compète.
Oui, alors tu vois, moi je parle pas trop de rituels parce que tout ce qui est routine. Moi, la question, tu me parlais de question tout à l'heure qu'on me Ouais. demande toujours, c'est quoi ta routine? Et Ah moi, une ouais. routine, je trouve que c'est pas lucide du tout. Ouais. C'est prendre le café toujours avec la même tasse, le Mm. boire en regardant son portable. Ça, c'est une routine qui pour moi n'a pas d'intérêt cérébral et émotionnel. Par contre, parler de protocole et peut-être de rituel, t'as raison, c'est un autre mot qui peut-être est pas mal. Mais le protocole que j'ai avant une compète, oui, j'en ai. On pourrait discuter une heure dessus, mais disons que pour moi, le plus marquant, ça va être. Tu sais que tout est timé. C'est-à-dire que si j'ai une compète à 9h, je sais exactement à la minute près à quelle heure je vais mettre mon réveil, quelle heure je vais petit déjeuner et tout ça. Et quand j'entre dans la salle, j'ai un protocole, c'est de repérer quelle est la piste 1, où est-ce qu'elle se situe et où est-ce que se situe la dernière piste. Donc s'il y a par exemple 17 pistes, elle est où la piste 17 ? Et s'il faut aller dans une autre salle pour la voir, je vais aller dans l'autre salle. Mais ça me permet de me connecter à un truc que je verrai partout dans le monde, que je sois en compète à Shanghai ou à Los Angeles, il y aura toujours la piste 1 et il y aura toujours la dernière piste. Ça me permet donc du coup de revenir à l'instant présent et de pas gambader sur est-ce que je vais être sélectionnée, c'est quoi mon résultat d'aujourd'hui et tout. Non, je suis juste à chercher mes pistes. Ok, une fois que je les ai vues, je vais m'asseoir dans les gradins et puis après commence une autre série de protocoles sans nom. Mais voilà, c'est mon premier truc et c'est la chose aussi que je donne en entreprise, tu vois, de se connecter à ces 5 sens. C'est un truc que je fais tous les jours. Petite anecdote, une fois, ma prof de yoga, parce que je fais du yoga, il était 18h, on était à Paris, elle me dit est-ce que tu as regardé le ciel aujourd'hui ? Et alors ça peut paraître un peu perché comme ça, mais le message derrière ça était incroyable. Évidemment, je lui ai répondu que non, parce que moi, entre l'entraînement et la salle et le self, je réponds à des mails, je fais des appels et tout. Et en fait, elle m'a dit, mais tu vois, c'est ça qui est important dans tes journées, c'est de te connecter pendant quelques minutes, secondes, à tes 5 sens. Donc maintenant, il n'y a pas une journée qui passe sans que dans la rue, je regarde le ciel et je me répète ces 5 questions. Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que je vois ? Est-ce que j'ai une sensation sur la peau et un goût dans la bouche ? Et ça me permet pendant quelques secondes d'être connecté juste à moi. Et c'est ça de la méditation. Ouais. C'est pas juste faire tu vois. C'est juste être connecté à ces 5 sens. Et ça m'aide, c'est un bon rituel à faire tous les jours. Ok. Que je reviens sur la connexion que tu mets à ton espace Ouais. sur la piste 1 à 17. Ça te permet de percevoir l'ensemble du lieu où tu es. Est-ce que ça a un impact, du coup, quand tu es sur ta piste, soit la 1, la 5, peu importe, d'avoir visualisé, tu vois, l'ensemble de cet espace pour mieux te repérer à l'instant T, ou pas du tout, ça rentre plus en compte? Alors l'idée dans une situation de stress, donc encore une fois, le stress c'est une projection, d'accord ? Donc c'est ton cerveau qui avant même d'avoir commencé la mission que tu dois faire, te projette sur une échéance future. Donc c'est-à-dire pourquoi les sportifs stressent au début de compète, c'est parce que leur cerveau est en train de leur demander, voilà, encore une fois, est-ce que je vais être sélectionné ? C'est quoi la prochaine compète ? On est à 3 mois des Jeux, est-ce que ma cheville elle va tenir ? Enfin voilà. Donc, l'idée principale, c'est de revenir, encore une fois, dans l'instant présent. Et le fait de maîtriser ton espace, donc te raccrocher à des choses que tu connais parfaitement et qui seront là tout le temps, toute ta vie, dans n'importe quel moment, c'est ça qui est essentiel pour effectivement te sentir chez toi. C'est pas vrai de vouloir retrouver les sensations de l'entraînement en compétition, c'est juste impossible. Par contre, tu peux retrouver des éléments de ton entraînement en compétition. Et ça, c'est hyper rassurant. Sur une piste, elle fera toujours 14 mètres. Il y aura les lignes qui seront toujours à la même distance, l'appareil qui sera toujours au même endroit. Et ça, c'est hyper rassurant. Tu vois, tu retrouves des éléments de ton entraînement en compétition. Et à l'inverse, est-ce que dans l'entraînement, tu essayes de recréer un cadre compétitif? Oui, c'est super dur. Ouais. C'est super dur. Donc là, l'entourage est là pour ça. C'est-à-dire que les coachs, ils savent nous mettre le petit challenge, tu vois, qui va nous faire parfois dégoupiller. Hein. L'idée pour moi de retrouver des sensations de l'entraînement, c'est de compétition à l'entraînement, c'est de retrouver ces émotions. Tu vois, le truc où, par exemple, une faute d'arbitrage à l'entraînement, ça va me mettre dans des conditions de compétition. Je vais avoir envie de monter au créneau, de dire mais pourquoi tu vois ça ? Et ça va faire monter petit à petit, tu vois, ça va me faire bouillir, monter le feu en moi. Et ça, c'est trop génial de pouvoir avoir à certains moments
des situations de compète où tu dois apprendre à gérer tes émotions. Parce qu'à très haut niveau, techniquement, on est quasiment toutes pareilles, avec des points forts et des points faibles, mais globalement, on a un socle assez commun. Mais ce qui fait la différence, c'est l'expérience stratégique, mais surtout la gestion des émotions. C'est ça qui fait qu'un jour, tu es dans un bon mood et l'autre jour, tu es plus bas que terre, quoi. Et du coup, tu es allé voir les JO là, Oui. en tant que spectatrice. Et oui. Est-ce que tu as retrouvé une ambiance on a dit que c'était décuplé, là, que c'était des beaux JO, il y avait une belle ferveur, etc. En escrime, est-ce que c'était la première fois que tu ressentais autant de ferveur du public ou alors c'est comme ça un peu tout le temps sur les Coupes du Monde ou... J'ai découvert ce que c'était d'avoir un public dans les compétitions. Okay. Je vois beaucoup de sports autres que l'escrime, donc je sais ce que c'est un public français qui encourage la France, mais pas dans l'escrime, honnêtement, on a tout été bluffés. Mais moi, les Jeux, c'était un cocktail très particulier d'émotions. J'en ai rêvé depuis que j'ai 16 ans d'être dans cette arène-là. Donc effectivement, tu vois, la blessure, elle arrive peut-être à la suite de ça. Donc forcément, j'étais d'abord très déçue, puis après très excitée de vivre les Jeux comme une sparring, parce que j'étais dans ce groupe. Les filles qui sont aux Jeux, c'est mes coéquipières de tous les jours. Et j'ai été prise d'émotion. J'ai pleuré quand j'ai vu Eva, mon associée, du coup, était au jeu. Je me souviens que dans son entrée, j'ai pleuré, mais pour elle. Enfin, je me suis dit, j'étais trop fière parce que je sais, nous, on sait ce que ça représente d'être là. Et d'ailleurs, un athlète qui pleure sur la marge d'un podium quand il gagne sa compète au jeu, il pleure pas pour les quelques matchs qu'il a gagnés ce jour-là. Les Jeux, c'est pas la compète la plus compliquée. Par contre, il pleure en se souvenant de toutes les étapes qu'il a dû passer, tous les sacrifices, tous les t'y arriveras pas, tous les mais pourquoi tu fais ça? Et c'est pour ça qu'il pleure. Et moi, aujourd'hui, j'étais émue pour ça et les filles étaient émues pour ça. Après, c'était trop drôle parce qu'à l'escrime, les règles sont compliquées. Et donc, le public criait à chaque touche, alors que c'est pas forcément pour nous le point, mais c'était génial. Ça vibrait, même quand les filles ont perdu et qu'elles faisaient des matchs de classement. Mais elles n'ont jamais eu un public comme ça. Normalement, les matchs de classement, les quelques personnes qui étaient là sont déjà parties rentrer chez elles. Là, Eva me l'a dit, t'avais envie de soulever des montagnes pour le public qui était là. C'était génial. Donc, la suite, après, c'est Los Angeles 2028 ? Très naturellement, oui. Nous, notre compétition référence, c'est les Jeux Olympiques. C'est là où on brille, où on est sous le feu des projecteurs. Donc, pour nous, c'est très important. C'est une compétition qui est prestigieuse. Notre sport, c'est le sport qui rapporte le plus de médailles aux Jeux Olympiques à la France. Donc, même sur le plan tradition, on est vraiment attendu là-bas. Et c'est tous les 4 ans, donc c'est un cycle qui est intéressant. Là, on est dans une année post-Olympiade, donc c'est l'année où c'est OK d'avoir un projet maternité, d'avoir une blessure, d'avoir besoin d'une pause. Et là, on va repartir sur 3 ans, tu vois, avec plus ou moins de préparation physique à un moment donné, plus ou moins de préparation technique à un autre moment. Donc voilà, prochain objectif, les Jeux. Mais avant ça, tu dois prouver que tu peux y aller. Donc, il y a des championnats du monde chaque année, des championnats d'Europe chaque année. Et avant tout, il y a de l'entraînement tous les jours. Ouais. Pour peut-être rappeler un petit peu le mode de sélection, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au fait avec ça, en escrime, comment ça se passe, la sélection pour aller aux Jeux Olympiques ou pour aller en Coupe du Monde? Alors, nous sommes 12 filles à l'INSEP, au Fleur et Dames, à s'entraîner et à se sélectionner pour 4 places finalement, que ce soit aux Europes, au Monde ou aux Jeux Olympiques, il y a toujours 4 places. Donc pour ce faire, on a un circuit de 5 ou 6 Coupes du Monde dans l'année. Ils font partir les 12 et notre but, c'est d'être la meilleure sur les 12. Et à la fin, il y a un classement sélectif. Ce serait trop facile que de te dire qu'ils prennent que les 4 premières, c'est faux. Ils vont prendre, disons que la première, elle est protégée au sûr. La deuxième, par expérience, et très souvent, mais c'est pas écrit sur le papier, elle est prise. Et les 2 suivantes, c'est ce qu'on appelle choix de la commission. Et en fait, c'est là où tu restes tendu, accroché sur ton siège jusqu'au dernier instant, parce qu'en fait, ils vont regarder plein de choses. Ils vont regarder ta forme du moment, forcément. Si tu as fait une très belle perf au début de saison, mais que ça fait 3 mois que tu fais rien, ils vont pas te prendre, même si tu es présente sur les points. Ils vont regarder l'osmose d'une équipe, parce qu'on a la chance d'avoir un sport individuel et aussi par équipe. Donc, trop bien. Voilà, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a aussi l'humain, voilà, et tout ce que ça engendre. Mais voilà, c'est une sélection qui est, comme beaucoup dans le sport de haut niveau, pas toujours très juste, mais c'est comme ça. Hein. Si dans le sport de haut niveau, tu t'attends à avoir quelque chose de juste, t'es pas à la bonne place. Ouais, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est
ce côté un peu égoïste. Bon, des fois, il y a des moments où on l'est quand même toujours un petit peu, même si tu peux t'entraîner avec des amis, avec, dans ton cas, ton associé et tout. À un moment donné, des fois, on a envie de se dire, moi, plus que les autres, j'ai envie d'y aller. Et c'est Ouais. tout cet équilibre, finalement, à trouver qui est pas simple. Et je trouve que c'est toujours des beaux messages et des belles valeurs que tu nous as transmis là aussi à l'instant. Tu vois, le fait de pleurer pour Eva et tout. Enfin, Ah, mais c'est un truc incroyable finalement. Parce ça reste un que. groupe. Ouais. Et tu t'entraînes tous les jours, donc tu les vois plus que ta famille. C'est des adversaires, hein, avant tout, Ouais. en fait. C'est ça que... Il faut trouver des moments de groupe, de cohésion, mais il faut pas oublier qu'en compétition, ça reste des adversaires. Mais j'avoue que savoir que tu as des gens qui veulent vraiment que tu gagnes, qui, quand elles t'encouragent, elles veulent vraiment que tu gagnes comme pour elles, ça, c'est trop chouette. Et il en faut, parce que sinon, tu te sens bien seule, c'est sûr. Ouais, C'est pour ça que les partenaires aussi, les sponsors peuvent entrer en jeu à ce moment-là. C'est te sentir pas seul sur la piste, tu vois. Tu sais que tu as des gens avec toi. Ouais, parce que du coup, la relation que tu as avec tes partenaires aujourd'hui, comment ça fonctionne? C'est tes premiers supporters, c'est tes Ouais. partenaires financiers. Ouais. Après, derrière, c'est aussi tes premiers supporters. Ils t'envoient des messages, Ouais. ils t'encouragent. Comment ça se passe? Et ben encore une fois, le lien humain, c'est-à-dire que c'est à nous de faire le job aussi. Je signe pas le contrat et je m'en vais. C'est pas du tout ça. Et déjà, ça marche pas. Puis ensuite, ça n'a aucun intérêt humainement parlant. Ça sert à rien. Moi, j'adore aller dans les entreprises. Après, c'est parce que j'adore prendre la parole et tout ça. Mais quand je me suis fait les croiser, j'ai reçu un énorme colis de mon plus gros partenaire avec des mots de tous les collaborateurs qui me souhaitaient un bon rétablissement, et ça vaut tout l'or du monde. Enfin, vraiment, je suis restée 1 heure comme ça en plein milieu de la salle parce que j'ai fait un unboxing filmé pour eux. Et vraiment, j'étais très, très étonnée. Je ne m'attendais pas à ça. Tous mes partenaires ont été présents. Forcément, ils sont là dans les moments compliqués. Ils ont suivi ma non-sélection. Et j'ai senti que la non-sélection nous a rapprochés. Mais parce que j'avais qu'une seule envie à ce moment-là, c'est d'aller les voir. Parce qu'ils investissent du temps et de l'argent. Et je voulais aller leur dire comment ça se passait dans mon corps, dans mon cœur, pour les inspirer. Parce que eux, des déceptions, ils recherchent des clients tous les jours. Ils savent ce que c'est de se recevoir des noms. Ils savent ce que c'est que d'avoir des désillusions sur le plan pro. Et je savais qu'on pouvait s'entraider à ce niveau-là. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça m'a fait du bien. Et eux aussi. Je reviens sur ta blessure. Là, aujourd'hui, tu en es où dans ton process de guérison? Je suis à 2 mois et 10 jours de mon opération. Ouais. C'est comme les enfants quand c'est jeune, et on compte les jours et les mois. Donc, tu vois, ça ne se voit quasiment pas parce que maintenant, ça y est, j'ai passé le palier où je peux vivre quasiment normalement. Mais ça veut dire que je suis dans la pleine période où je dois faire attention, parce que c'est quand tu te dis c'est bon, c'est fini, que tu fais le petit geste où tu te déplaces trop violemment et que ça repète. Donc, tu dois faire attention à ça. Tu dois faire attention à ne pas sursolliciter la jambe droite pour pas que ça pète. Il y a beaucoup de retours aussi de croisés. Donc, j'en suis à je fais de la kiné tous les jours, de la balnéo, je fais de la musculation haut du corps, ça se voit sur mes mains. Oui, parce que j'ai vu que tu fais beaucoup de tirages de cordes, notamment. Après, il y a eu aussi un bel entraînement avec un développé couché à partager, il me semble. Ouais, c'est ça. Il y avait Ouais. combien de séries déjà? Je crois que je devais faire 300 développés couchés et un bon nombre aussi de tractions. Donc ouais, le coach, tu vois, c'est le job aussi, mais sans doute que tu mets un point d'honneur à mettre du ludique dans tes séances. Mais il m'a dit une phrase un jour qui me parle aussi. Il m'a dit, tu sais, ta blessure, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, take your time, on va y aller step by step, te précipite pas. Et on va mettre des choses ludiques. Donc, c'est son job tous les jours. Et tu vois, il essaye de me faire des jeux. On a fait un peu de pentathlon pour apprendre à tirer, garder un peu de cible. Il essaye de me grouper avec certaines filles pour faire des duos. Enfin, voilà. C'est ça qui... Si tu fais des trucs tous les jours identiques, forcément, les 6 mois, ils vont passer très lentement. Ouais, ça, je veux bien te croire. Et du coup, dans ta journée, là, en ce moment, c'est kiné, entraînement, Ouais. et ensuite, après, gestion de ton entreprise. Quand tu te blesses, c'est très bizarre parce que tu passes de 6 heures à une pauvre heure et demie de kiné dans les débuts. Donc, tu perds ton identité d'athlète. C'est ton métier, c'est ton activité. Donc, heureusement que j'avais mes 2 boîtes à côté pour pas voir le temps passer. Et du coup, je me suis tout de suite dit, je vais mettre l'accent là-dessus. Je me suis tout de suite dit, tu vas communiquer, tu vas développer, tu vas partager ce que c'est pour m'occuper aussi. J'ai créé un concept où dès que les filles elles partent en Coupe du Monde, ce qui pour moi est très dur, c'est le moment où vraiment je me dis, oh,
encore une, tu vois ton classement plonger en flèche. Et donc, je me suis dit, je vais profiter de ce moment pour présenter aux gens qui me suivent les gens qui font partie de mon staff. Donc, hier, il y avait un agent. La semaine prochaine, ce sera mon prépa mental. Voilà, je veux absolument partager. Et puis maintenant que je peux reprendre la réathlétisation, ça y est, là, je sors de 2 heures de kiné, 2 heures de muscu, après de la balnéo. Donc, je reprends un volume d'entraînement qui permet de me ressentir à nouveau athlète. Et 6 heures par jour, du coup, tu disais en Ouais, temps 6 normal. heures par jour. Pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, ça occupe un peu. Hein. Ça occupe, ouais. Et combien de temps, d'habitude, ça te prend tes journées dans ton entreprise, avec tes Donc, on va dire qu'on est à 3h le matin, 3h l'après-midi. Donc, Ok. en gros, j'ai de midi à 15h pour travailler ma partie professionnelle. Et puis après 21h, si j'ai d'autres missions. Mais c'est vraiment midi 15h. Donc, toutes mes conférences, c'est midi 15h. Ouais, c'est très timé. Tu te déplaces du coup uniquement sur Paris Non. Non. Non, Tu beaucoup vas loin. de demandes. Alors après, c'est de la négo avec les coachs. Ouais. Parce que dès que c'est ailleurs de Paris, bon, bah là, il faut prendre une demi-journée. Généralement, ils sont très compréhensifs parce que déjà, ils savent qu'on n'a pas le choix. Et puis, moi, j'ai essayé, Eva aussi, de faire que de l'escrime. C'est juste impossible. J'ai besoin, en fait, d'aller me ressourcer ailleurs. Et je suis trop heureuse quand je rentre d'une entreprise parce que tu prends quand même cette charge d'encouragement, d'admiration aussi. Et vraiment, quand tu sors de l'INSEP et que tu parles de l'INSEP, tu te rends compte à quel point ta vie est incroyable. Et ça fait vraiment du bien. Et pour moi, tout le monde devrait aller parler de son métier aux autres parce que, vraiment, quand je vais voir un vidéaste et que je dis, le monde de la vidéo m'impressionne, je dis, mais c'est incroyable ce que tu arrives à faire. Il me dit, bon, non, c'est mon quotidien. Et peut-être que ça lui permet de réaliser que son activité est pas banale, tu vois. Donc, c'est important aussi de parler de soi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi parce que pour les conférences que moi je donne, je suis toujours impressionné. Tu sais, tu vas parler de gérer son entraînement. Tu sais, moi, je suis plutôt dans le côté promotion du sport, quoi. Tu vois, promouvoir l'activité physique. Allez, il faut se motiver, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes. Voilà, les petits tips, comment on peut s'étirer et tout. Pimper son hygiène de vie. Et généralement, les gens, ils ont toujours les étoiles dans les yeux en disant « Ah ouais, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. » Ouais. Le message, c'est c'est quoi le dernier résultat de l'athlète que tu entraînes en ce moment, c'est Ouais. quoi la meilleure anecdote et tout. Et en fait, j'ai l'impression que c'est par ces histoires-là Ouais. que tu arrives à transmettre finalement les autres messages. Comme on disait tout à l'heure, la gestion du stress, la gestion des échecs, moi, dans mon cas, promouvoir une activité physique en disant ouais, finalement, j'ai envie de me rapprocher de ce que tu es en train de me raconter. Ah Et oui. souvent, je dis, quand on parle entre collègues, faut pas banaliser finalement ce qu'on fait. On a de la chance de le faire. Je pense que tu sais ô combien, toi aussi, finalement, il y a une part de plaisir qui est tellement immense qu'on n'arrive pas forcément à retrouver quand on bosse de manière totalement classique derrière un bureau et derrière un ordinateur. Après, chacun arrive à trouver, je pense, aussi son truc. Mais ouais, faut pas qu'on banalise finalement la chance qu'on a de faire un métier en relation avec le sport, que ce soit aussi notre propre passion au départ, et d'arriver à le transmettre, quoi, parce que c'est juste trop beau, en fait. De transmettre des émotions et voilà, les émotions que toi tu transmets à travers la télé et aussi en réel, parce que s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est l'humain pour toi reste quelque chose d'hyper central. Ouais, l'entourage, ouais. Ouais. L'entourage, c'est clé et de savoir l'entretenir aussi. Voilà, je trouve que c'est ça. C'est important, des amis, ça s'entretient, une famille, ça s'entretient. Il faut aussi être proactif dans garder le lien. Et ça fait partie des essentiels. Ouais. Il faut que tu aies des gens qui te donnent la main sur la route pour avancer quoi, jusqu'à un objectif. Ça, c'est sûr. C'est évident. Et on est bien entouré. D'ailleurs, les gens savent que, tu vois, l'une des questions aussi que j'ai, c'est alors, c'est quoi ton staff? Qui est-ce que tu as dans ton staff? Les gens savent qu'on a un staff et eux, quand ils veulent se lancer dans un objectif, ils veulent y aller tout seuls. Ça, c'est là où je leur dis,
vous aussi, vous avez le droit d'avoir un coach mental, en fait. C'est pas que pour le sport. Moi, je dis toujours que tout le monde va avoir un psy. Toi aussi, tu peux aller voir un prépa physique parce que c'est trop important, le sport dans ta vie et le corps, il faut qu'il soit mobilisé. Enfin, voilà, les gens associent le staff et l'entourage aux sportifs de haut niveau ou aux chanteurs hyper connus ou aux danseurs de l'opéra. Ben non, tout le monde doit avoir un staff. Ouais, Il faut d'ailleurs, se le créer. ouais, de ouf. Et d'ailleurs, je vais passer un message que j'essaie de passer très souvent quand on commence une activité sportive, de pas commencer seul. Ouais. C'est une hérésie. Alors, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont très accessibles, bah, tu peux louer, tu payes ton abonnement en salle de sport, tu peux louer un terrain, de squash, de padel, de tout ce que tu veux. Après, jouer faire de la pratique libre. Mais si tu veux être efficient dans ce que tu fais, si tu veux aussi prendre soin de toi et de ton corps, à un moment donné, tu as besoin d'une aide extérieure pour arriver à ton objectif. Et puis aussi, comme je disais, à prendre soin de toi et pas. Pour le coup, même si la blessure, elle fait partie de la vie du sportif, je sais pas si c'est quelque chose que tes entraîneurs. C'est ta première blessure d'ailleurs ? Ouais, première. Ouais, première. Ouais. Souvent, on la redoute, cette première. On essaie de retarder l'échéance. Quoi qu'il arrive, elle va arriver à un moment donné. Et voilà, le staff, être encadré n'empêche pas la blessure. Mais par contre, quoi qu'il arrive, on sera toujours plus fort, plus efficient à aller vers l'objectif que l'on veut, et puis encadrer. C'est un engagement. Le fait de s'engager, c'est bête, mais quand tu payes quelqu'un ou que tu bosses avec quelqu'un, tu as un engagement. Donc quand tu n'as pas envie, il y a des fois où tu n'as pas envie, tu sens que tu n'es pas bien, tu as tes règles, j'en sais rien, ok, tu peux aménager, mais tu as un engagement. Et quand le sportif il a un staff, en fait, tu vas à l'entraînement parce que tu engages des personnes dans un projet. C'est comme un collaborateur qui crée sa boîte et qui engage des gens. Il fait son activité même si le matin, il n'a pas envie de se lever. Donc, quand il y a quelqu'un qui prend un abonnement à la salle et je sais très bien que dans 3 semaines, c'est fini, c'est juste parce qu'il est engagé qu'avec lui-même. Et t'as beau être le plus raisonnable de la Terre entière et avec toutes les bonnes résolutions que tu veux, c'est possible. Enfin, tu vas lâcher à un moment donné parce que c'est compliqué de s'engager tout seul. D'ailleurs, on arrive à la fin du podcast, Jade. Je vais, savoir si tu avais un message, finalement, peut-être dans ce sens, à donner aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, sur justement l'engagement et la pratique du sport. Alors, le message que je fais beaucoup passer, c'est que vous avez tous regardé les Jeux Olympiques, ou peut-être beaucoup, en tout cas une grosse part de tes auditeurs, j'imagine. Et dans le mot Jeux Olympiques, il y a jeu. Et on oublie très, très souvent que, en tout cas dans le monde du sport, si tu ne joues pas, t'as plus de plaisir et donc t'es moins performant. Aujourd'hui, on est très à la mode de la santé mentale, de la libération de la parole sur le burn-out et la dépression. Mais très souvent, quand on en arrive à ce point-là, c'est qu'on voit son activité comme un travail. Et le travail, c'est dur. Et donc, on va à l'entraînement parce qu'il faut y aller, parce qu'on s'est mis une deadline, qu'on s'est mis des objectifs. Et ça devient très négatif. Et donc, moi, on a tous eu cette période-là. L'année dernière, je perdais complètement le feu de passion de l'escrime. Et donc, je me suis raccrochée à cette petite flamme que j'avais quand j'étais enfant et que je voulais absolument faire de l'escrime. Et que quand je quittais l'école, j'avais qu'une envie, c'était d'être branchée sur une piste, de voir ces lumières s'allumer. Et donc, je me suis reconnectée à ça et ça m'a redonné le sourire. Et aujourd'hui, avant d'entrer en compète, je ferme les yeux quelques secondes et je retrouve cette petite Jade qui voulait absolument faire de l'escrime. Et il y a toujours une raison de pourquoi vous en êtes là. Et donc, voilà, gardez cette passion parce que c'est ça qui vous mène, en tout cas, vers le fameux chemin et récolter des fleurs avec le sourire et vous dire que arriver à la fin de l'objectif, en 2028, si je suis pas championne olympique, je sais à 100% que ce sera OK parce que j'aurai pris le temps de récolter ces fleurs et d'être passionnée par ce que je fais. Et si en plus j'ai le Graal, là, cette médaille, elle sera beaucoup plus appréciée que si j'avais juste attendu d'être championne olympique. Je ne peux. Je plus sois à 200% ton message qui est super positif et tout. Et puis, franchement, je te souhaite quand même le Graal à la fin, oui. dans 3 ans.
Merci beaucoup, Jade, franchement, d'avoir pris du temps aujourd'hui pour venir discuter avec moi et nous, avec les gens qui nous regardent. Je te souhaite vraiment que du meilleur pour la suite, que du bon. Et puis, la prochaine fois, tu nous ramèneras quand même une petite photo de Jade, 8 ans, avec son fleuret. Ça peut être rigolo. Ça marche, je ferai ça. Vous pouvez retrouver Wellness de Sport Campus sur YouTube et Spotify. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.